Tu veux pas danser? Attends, tu me demandes si je veux danser? Oui, avec quoi? Regarde. Mon mari a envie de danser. Nous sommes le 14 février 1984, il est 21h30. Huguette et Louis, son mari, fêtent la Saint-Valentin. Allô? Allô? Maman, qu'est-ce... Maman, calme-toi, je t'en supplie. Explique-moi, où tu es où? Tu es où? D'accord, ok. De qui tu parles, là? Centrale de Charlie 3. Centrale, j'écoute. Un cambriolage consommé à Rion. Avons une personne gravement blessée à la tête. Visiblement, c'est un braquage de bijouterie avec prise d'otage. Madame Baster, la mère d'Huguette, est en piteux état et terriblement inquiète pour son mari, resté à leur domicile, grièvement blessé et inconscient. Quand je suis arrivée à la bijouterie, ma mère était devant la porte et il y avait déjà le commissariat de police qui était arrivé. Et elle ne m'a rien expliqué. Elle a continué de me dire il a la bouche qui saigne, ils lui ont tiré une balle dans la bouche. Pars vite, il faut appeler un médecin, pars vite. Donc on a tout de suite sauté dans notre voiture. Et nous avons fait donc les 18 kilomètres qui nous séparaient de Joz avec cet espoir qu'une balle dans la bouche n'était pas mortelle. Le couple fonce à la villa et arrive avant la police. Mais que s'est-il donc passé au domicile des Baster en ce début de soirée? Mon mari est parti seul à la maison. On rentre pas dans la maison. Mon mari est redescendu 10 minutes après en me disant « Surtout ne monte pas, c'est pas possible, n'y va pas. » Les premiers secours ne peuvent que constater le décès d'André Baster. Le bijoutier est mort des suites d'une blessure par balle. Anéanti, le couple rejoint Marie-Louise Baster à l'hôpital où on lui délivre les premiers soins. Les plaies sont nombreuses. Elle a reçu de très violents coups de crosse sur le crâne et l'examen révèle plusieurs fractures au niveau des doigts de pied, une blessure à l'œil et une autre à l'oreille. Aux urgences, on nous a laissé rentrer, bien sûr. On venait de la recoudre. On lui a annoncé que c'était fini, mais je crois qu'au fond d'elle-même, elle le savait. Comment un simple cambriolage peut-il aboutir à un mort et un blessé? Retour en arrière. Ce jour-là, après la fermeture de leur bijouterie, les époux Baster rentrent chez eux. En arrivant, ils découvrent leur chien mort. Immédiatement, André Baster monte à la villa. Viens là Marie-Louise! Là, il est froidement abattu sous les yeux de sa femme.
Quand je rentre, immédiatement, je suis braquée par le plus petit qui m'a immédiatement frappée. Et les deux autres sont arrivés à la rescousse au même moment où mon mari revenait. Et il a été abattu tout de suite. Cache-la, sinon on va la reconnaître. Les cambrioleurs volent le contenu du coffre du magasin. Ils emmènent donc Marie-Louise Baster à la bijouterie familiale. T'as vu ce qui arrive à ton mari? Hein? Alors tu les écoutes maintenant, t'as compris? Madame Baster, ces hommes, vous les avez vus? Ils étaient masqués. J'en ai vu un, moi j'ai vu le plus petit, sans cagoule. C'était pour traverser de la voiture à la bijouterie. Et puis si tu parles, si tu dis quelque chose, si tu appelles, je tue tout le monde. Alors vous savez, je risquais pas d'appeler quelqu'un. Puis, de toute façon, il n'y avait personne dans la rue. Tout le monde. Comment ça va? Et puis, si, la seule chose que j'ai vue, il a enlevé mes bijoux. Et il y en a un, mais je ne sais pas qui c'est. Si c'était le petit, si c'est qui avait un tatouage sur le poignet. J'ai vu ce tatouage qui était plutôt squelettique et d'une longueur environ de 15 cm. Et je me dis, il s'est bien aperçu d'ailleurs que ce tatouage, je le regardais parce que les coups ont été encore plus forts. C'est à la limite, je ne sais pas comment on peut résister. Je ne sais pas comment le corps arrive à résister à des coups pareils. Madame Baster se rappelle également d'un autre détail intéressant pour les enquêteurs. Pour voler la voiture, ils avaient peut-être bricolé, je ne sais pas, parce qu'ils avaient des gants qui sentaient très mauvais. C'était des gants qui sentaient vraiment la mécanique, le gasoil, je ne sais pas. Je te faisais confiance. Écoute, Fini, tu fermes ta gueule maintenant, t'as compris? C'est vrai que ça pouvait correspondre à des manouches, et en plus la voix aussi, c'était une voix très... J'ai de conscience qu'on est dans la merde. C'était des phrases très courtes, mais très, très piquantes, très, très mauvaises. Tu fermes ta gueule, connasse, t'as compris? Oui, c'était pas un langage châtié. Madame Baster n'a vu qu'un seul de ses agresseurs, celui qui a enlevé fugitivement sa cagoule. Il mesure environ 1m60, porte une fine moustache et était vêtu d'un blouson de cuir marron. Pour elle, il était le plus agressif et probablement le chef du groupe. Les deux autres semblaient être également jeunes mais étaient plus grands. Et Marie-Louise Baster en est persuadée, les trois hommes sont des gitans, des gens du voyage. 3 jours après les faits, le 17 février, la presse locale publie un portrait robot sans résultat. Parallèlement, les gendarmes retrouvent la voiture volée qui a servi au braquage. Le véhicule est aussitôt passé au crible, mais là aussi, sans résultat. En revanche, l'endroit où la voiture est retrouvée intrigue les enquêteurs. Son accès est difficile pour qui ne connaît pas la région. Les cambrioleurs seraient-ils du coin ? Enfin, il y a les douilles et la balle retrouvées dans le corps de André Baster. Elles vont permettre de déterminer l'arme du crime. En examinant les douilles percutées, ainsi que les balles qui comportaient donc des rayures, en l'occurrence 6 rayures à droite, j'ai pu déterminer le type d'arme qui a servi à tuer M. Baster. Une carabine de type 22 Lanriff semi-automatique. Le 23 février 1984, André Baster est enterré à Jose. 200 horlogers bijoutiers sont présents aux obsèques. Toute la profession est solidaire, car en 15 ans, 92 bijoutiers ont trouvé la mort dans des braquages. Quelques jours après l'assassinat de mon mari, je pense qu'il aurait fallu les mettre dans un fourgon blindé, parce que la population était très remontée. C'est vraiment les Rions. Moi, vous savez, Rions, tout le monde se connaît. C'est une ville charmante, extraordinaire. Tout le monde se connaît. J'ai été beaucoup soutenue. Mais à côté du soutien,
Il y a également les rumeurs, les ragots. Et si André Baster avait été tué par vengeance? La rumeur court dans les rues de Riom et ouvre une nouvelle piste. André Baster était-il un receleur? Les gendarmes s'interrogent sur le véritable mobile du crime. Madame Baster a très mal réagi à cette rumeur, bien entendu, et La Montagne avait fait un papier justement où on parlait de cette rumeur et d'une vengeance possible, parce qu'on considérait que M. Baster pouvait être un receleur, et c'était absolument faux. Il y avait, vous savez, des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Donc des lettres anonymes, des balles tirées dans les vitrines, vous savez, des gens qui se réconfortent du malheur des autres. Et ça, il faut savoir que ça existe. Et je pense qu'il y a d'autres personnes que nous qui l'ont subi. Mais c'est terrible. Cette partie de notre vie a été terrible. La famille et moi-même, nous avons très vivement réagi à cela. Alors qu'il était d'une très grande honnêteté, qu'il avait pu à un moment donné se laisser aller à un trafic quelconque. Fort heureusement, la comptabilité était claire, les employés ont été loquaces, même celles qui avaient été licenciées, hein, et toute piste de vengeance a été écartée. A priori donc, ce n'est pas une vengeance. Les gendarmes orientent alors leur enquête dans une autre direction. Les premières pistes ont été notre entourage proche. Notre entourage proche, c'est-à-dire nos amis ou nos ennemis. Des ennemis, il n'y en avait pas. Des amis, il y en avait beaucoup. Et donc le personnel, les salariés. Et les enquêteurs découvrent qu'une ancienne employée de la bijouterie avait comme petit ami un certain Pascal. Or, ce jeune homme de 23 ans est connu pour son tempérament chaud et querelleur, ainsi que sa consommation parfois excessive d'alcool. C'était un jeune qui vivait avec une de nos vendeuses. Nous avions été obligés de nous séparer de cette vendeuse par rapport à... Elle était battue régulièrement et très souvent elle ne pouvait pas venir travailler ou dans des états, ce qui était bien dommage parce que c'était une bonne petite. Il a été suspecté parce qu'il avait menacé la famille. Toujours à raison de problèmes de contraintes professionnelles imposées à sa compagne. Alors un jour, il est venu à la bijouterie. 3 semaines après les faits, l'ancien employé est entendu. Il les a menacés. C'était comme ma famille, il les a menacés. Le jeune homme aurait-il voulu se venger d'André Baster à la suite de leur altercation? Aurait-il fait ce casse pour payer des dettes? Il a parlé d'une dette de 170 000 francs qui devait à un mec que je connais pas. Moi, je connaissais sa silhouette, sa corpulence, c'était quelqu'un de très carré. Et je connaissais sa voix. Donc j'étais persuadée que ça n'était pas... Pourtant, les enquêteurs croient tenir une piste sérieuse. D'autant que le 5 avril, un mois plus tard, une nouvelle agression de bijoutier se produit à Château-Ponsac, à 200 km de Riom. Or, non seulement le mode opératoire est sensiblement le même, mais en plus, un des individus se prénommait lui aussi Pascal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez quelque chose? Non, pas du tout. Enfin, un dernier élément troublant, les gendarmes ont beau chercher dans son entourage, l'homme semble s'être volatilisé depuis plus de 2 mois. Regardez bien. Non, vraiment pas. Bref, Pascal, l'ami de la vendeuse, est introuvable. Cette piste où ils l'ont suivi pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où, de mémoire, ils ont fait appel à une voyante
qui leur a dit que ce fameux qui était vu de partout, hein, puisqu'il y avait des témoignages qui affluaient pour dire qu'on l'avait vu au marché, machin, dans telle ville ou dans telle ville, jusqu'au jour où une voyante a dit écoutez, il est avec quelqu'un d'autre au fond d'un puits. Le 11 août 1984, le dénommé Pascal est retrouvé mort au fond d'un puits. L'enquête révèle que le jeune homme a été tué au cours d'une altercation avec le gérant d'un bar de Clermont-Ferrand. Ce dernier l'a mortellement blessé d'un coup de feu et a caché le corps dans le puits. Seulement voilà, les faits remontent à la soirée du 29 novembre 1983, 2 mois avant le meurtre d'André Baster. La piste Pascal se révèle être une impasse. Les mois passent et l'affaire s'enlise. Sous la pression de la famille, le juge d'instruction dessaisit les gendarmes et confie l'affaire au SRPJ. Le SRPJ a été saisi en juin 1985, fin juin exactement, soit 18 mois après le meurtre et le cambriolage de la bijouterie, je pense, pour donner un nouvel élan à l'enquête qui n'a rien donné jusque-là. Guy Martella et son équipe prennent les choses en main. Ses collègues le surnomment le Teckel, à cause de sa ténacité et de sa minutie. Et d'emblée, le commissaire divisionnaire part sur une nouvelle hypothèse. Et si le cambriolage avait été commandité ? Le trio de malfaiteurs, c'était pas des gens chevronnés. Hein. C'était des jeunes très violents, et à notre avis, qui n'avaient pas été capables de monter le coup eux-mêmes. Il fallait que j'arrive vivante pour ouvrir la bijouterie. Le coffre! Tu connais! Et alors j'ai enlevé l'alarme, et je sais pas comment j'ai fait pour enlever cette alarme. Il fallait faire vite. On est un robot dans ces moments-là. Vous savez, même la douleur, on la sent pas. J'ai dû faire une mauvaise manœuvre parce qu'au lieu de l'enlever, je l'ai déclenché. Mais elle s'est déclenchée avec un certain retardement puisqu'il y a une minuterie. Il y a une temporisation, donc elle s'est arrêtée, elle s'est mise en route un petit moment après. Putain pute! Il a voulu me tuer avec son arme. Il a tiré 4 ou 5 fois, je sais plus, je crois que je l'ai signalé dans le nombre de fois où j'ai entendu la gâchette. Mais l'arme n'a pas voulu fonctionner. Je vous assure que quand une arme ne veut pas fonctionner, ça les rend pas dociles. C'est pas facile de se trouver de l'armement. Et d'autre part, il fallait une reconnaissance des lieux. Il fallait être capable d'évaluer la marchandise. Parce que commettre un vol dans une bijouterie, il faut savoir quoi prendre. Il y a des bijouteries qui ont de la belle marchandise, il y a des bijouteries qui ont du plaqué, c'est de la bijouterie à bon marché. Donc on a compris tout de suite qu'il y avait des instigateurs. Belle marchandise. C'est du beau là. Hein. En cherchant dans les circuits du grand banditisme, les policiers découvrent un élément intéressant. Selon un témoin, un lot de bijoux semblables à ceux de l'affaire Baster doivent être écoulés par un receleur. Ce receleur est aussitôt interpellé et interrogé. Il y a de quoi, ouais. Il y a pour quelques briques quand même, hein. Il leur révèle que la marchandise en question serait en fait en possession d'un certain Léon, le receleur, tout comme Léon faisant tous les deux partie du milieu clermontois. Oui. Oui. Oui, justement, là, on est en train de regarder ça. Oui, il va y avoir moyen. Ouais, oui. Bon, il faut faire partir tout ça à l'étranger, d'après ce que j'ai compris.
Dès l'instant où on comprend que c'est un receleur potentiel, on commence à le suivre un petit peu à la trace. Effectivement, on entend parler ici ou là, mais jamais d'une façon précise, jamais. Parce que c'est un malin, tout simplement. C'est mignon chez toi, monsieur Léon. Les policiers décident de s'intéresser de plus près à ce fameux Léon, déjà suspecté à plusieurs reprises de recel de bijoux. J'espère qu'on ne te dérange pas trop dans tes activités quotidiennes. Ça, ce qui fait votre collègue, j'aurais jamais pensé à ça. Eh ben, tu vois. Prochaine fois. Léon est placé en garde à vue et son appartement perquisitionné. Évidemment, il nie, et les policiers ne trouvent rien à son domicile. Reste que son métier de chauffeur de taxi explique difficilement son niveau de dépenses quotidiennes. J'ai le train de vie habituel d'un gars qui est chauffeur de taxi. Tu nous as dit que tu gagnais souvent au jeu, là. Ah oui, ça, j'ai une chance, j'ai un bol. Une chance? Tu gagnes un peu de façon chronique, là? J'ai de la chance au jeu, ça se conteste pas, c'est comme ça, hein, depuis tout jeune, ça. Non, mais attends, non, tu me prends pour des truffes ou quoi? Ce receleur est un homme qui a beaucoup de sang-froid. Lui agissait par rapport à la loi et ce qu'il risquait. Tout le reste, crédible ou non crédible, fallait-il encore démontrer le contraire. Léon connaissait-il André Baster? Alors, Léon. Oui, je le connais, c'est un expert en bijoux. C'est expert en bijoux, mais je me rappelle pas de son nom. Ouais, donc tu te rappelles de quand? C'était en 75, quand j'ai fait expertiser les bijoux de ma belle-mère. Malgré leurs efforts, les policiers n'obtiennent rien de Léon, le chauffeur de taxi. Cet homme-là est un solitaire, qui a l'air bon enfant, qui est quelqu'un d'extrêmement secret. Je crois même qu'avec ses relations les plus amicales, il ne donne pas de détails sur ses propres affaires. De plus, Marie-Louise ne reconnaît sur les photos qu'on lui présente ni Léon, ni le receleur. Il est possible qu'il n'y ait rien à voir dans cette affaire. D'ailleurs, il n'a pas été renvoyé devant la justice, hein, et donc c'était une hypothèse de travail, hein, pas plus. Hein. La piste Léon se referme et une nouvelle fois l'enquête s'enlise. L'affaire Baster demeure une énigme. Mais elle crée également des tensions dans le milieu clermontois. Et à cette époque, tous les voyous interrogés se renvoient la balle pour se dédouaner et brouiller les pistes. Il procédura à beaucoup d'intrusions dans ce milieu-là, à tel point qu'il se sentait extrêmement bousculé et secoué. Et dès qu'on parlait de l'affaire Baster, alors là, il y avait un phénomène de rejet. L'enquête dure maintenant depuis plusieurs années. Aucun des agresseurs des Baster n'a été identifié. Et pourtant, les policiers ne désespèrent pas. Ils savent que le temps est souvent leur allié. On se posait des questions parce que, à partir du moment où il y a 3 individus qui commettent le coup, il y a plus de difficultés à garder le secret. Quand c'est un solitaire, on se dit, bon, s'il parle pas, on ne saura rien. Mais trois individus qui font le coup, automatiquement, il y avait du monde au courant. Il y avait déjà les 3 qui pouvaient parler, il y avait les receleurs qui pouvaient parler, les concubines qui pouvaient parler, et on a travaillé 2 ans ou 3 ans, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on n'obtenait pas ce renseignement. Parce qu'automatiquement, il devait y avoir une fuite, à un moment ou à un autre. Hein. Les policiers, se basant sur le témoignage de Madame Baster, cherchent également dans les milieux gitans. Des dizaines de carabines 22 longs rifles sont saisies pour expertise chez les gens du voyage. Mais aucune ne correspond à l'arme du crime. Régulièrement, les enquêteurs montrent à Marie-Louise Baster des photos de suspects potentiels, mais elle ne reconnaît personne. Tout comme les gendarmes avant lui, le commissaire Martella se retrouve dans une impasse totale. Il nous a manqué le coup de chance, c'est-à-dire que, comme sur un terrain de rugby, le bon rebond du ballon qui tombe dans les mains du joueur qui va marquer. Hein. Et là, on n'a pas eu l'embellie, c'est tout. Sept années se sont écoulées. Nous sommes en janvier 1991.
L'inspecteur Bonnefoy et son équipe tentent de démanteler un réseau de trafic de stupéfiants sur Clermont-Ferrand. Au début, nous avons une information qui nous indique que dans un bar du centre-ville, un certain Habibi Toufik recevait du shit et en revendait dans le bar à un certain nombre de personnes. Donc à partir de là, nous avons fait une opération qui nous a permis de trouver du shit. Et puis nous l'avons interpellé, il a reconnu un certain nombre de faits, ça portait sur, de mémoire, plusieurs dizaines de kilos de shit, et il a été mis en détention à la suite de ça. Taoufik interpellé, les policiers creusent autour du personnage et interrogent son entourage. Et un informateur leur livre un élément qui n'a rien à voir avec le trafic de drogue. Cette personne nous a parlé, en ce qui concernait Toufik, d'un certain nombre de faits qu'il avait commis, d'un certain pour lesquels nous étions au courant ou qu'il avait été condamné, et nous a parlé textuellement, c'est comme pour l'agression du bijoutier. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé d'un bijoutier. C'est comme pour l'agression du bijoutier. S'agirait-il de l'affaire Baster ? En tout cas, dans le casier chargé de Taoufik Habibi, ne figure aucune agression de bijoutier. Les policiers font une première vérification. D'après ce que cette personne m'avait dit, c'était une affaire qui était relativement récente. Donc nous avons essayé de remonter sur les 2 ou 3 dernières années. Et il n'était question que d'agression. Il n'était pas question de quelque chose qui aurait pu nous mettre sur le chemin de la gravité des faits de l'affaire Baster. L'inspecteur sent qu'il tient quelque chose sans savoir quoi. Mais il croit à la fiabilité de son témoin qu'il gère pour l'instant en solitaire. Je l'ai eu rencontré seul, parce qu'après, il y a une question de relationnel qui se passe, si vous voulez. Et s'il y a une tierce personne, il y a souvent des commissaires ou des inspecteurs stagiaires qui passaient par là, et qui, évidemment, et je le comprenais très bien, voulaient participer à ce genre de conversation. C'est vraiment le travail du flic, ça. Hein. Et il ne fallait pas prendre de risques, parce que confusément, on sentait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à gratter avec cet informateur. Et de fait, au fil des discussions, le lien avec l'affaire Baster apparaît peu à peu. Et à partir du moment où elle nous a parlé qu'il y avait eu un mort et qu'il y avait eu une agression violente contre l'épouse du mort, ben, il était évident que c'était l'affaire Baster. Donc ça, à la limite, on peut lui coller ça. Ah ouais, mais c'est pas... Faut pas dire que c'est moi, hein. Et donc, une fois que j'ai eu confirmation par cette personne qu'il s'agissait bien de cette affaire-là, un bijoutier tué, sa femme massacrée, enfin, etc. Donc, après, j'ai affiné un petit peu et j'ai essayé d'avoir des gages de sa crédibilité, une fois de plus, mais dans cette affaire-là. Et c'est ainsi qu'elle m'a parlé d'un véhicule blanc. Le véhicule volé retrouvé le lendemain du cambriolage meurtrier est une voiture blanche. Taoufik Habibi serait-il un des agresseurs des Baster ? La conviction du policier est faite lorsqu'il apprend en plus que Habibi aurait fait effacer un tatouage sur l'avant-bras. Reste maintenant à identifier les complices. J'ai su qu'un des auteurs était associé avec un frère de Toufik à Aubière, dans la banlieue clermontoise, dans la gestion d'un bar. Donc ça a été très facile de savoir que l'associé d'Habibi, c'était un certain Amara. Et puis nous avons su que le troisième, je ne sais plus comment, était en fait Habibi Abdellah, donc un frère de Toufik. Madame juge. Oui, bonne foi. Oui. Mais écoutez, ça commence à sortir là, hein. Oui. Il y en a 2 qui Elle m'a dit, écoutez, les gendarmes ont eu le dossier 2 ans, la PJ a eu le dossier 4 ans. Tout le monde avait l'information décisive et puis finalement, il n'y a rien. Elle me dit, franchement, j'y crois plus. J'ai pas voulu classer le dossier parce que ça me faisait mal au cœur de classer une affaire criminelle comme ça. Donc je l'ai, mais depuis 1 an, il n'y a plus de commission rogatoire, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'enquête active, quoi, si vous voulez. Le dossier n'était pas classé, c'est tout. Et c'est vrai que s'il n'y a pas la crédibilité que j'avais,
je n'ai pas la commission rogatoire, ça c'est évident. C'est évident. Alors Madame Baster, je vais vous montrer des photos de personnes qu'on pense qui pourraient avoir un rapport avec votre affaire. Donc, vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un. Vous persistez à me montrer des photos d'Arabes, alors que j'ai toujours dit depuis le départ que ce sont des manouches. Bon, ça ne nous a pas trop démonté, dans la mesure où la crédibilité et la fiabilité de nos informations étaient avérées, et allaient encore s'avérer. Le 14 mai 1991, Abdellah Habibi, le frère de Taoufik, est arrêté à Toulouse. Hassen Amara, lui, est arrêté à Clermont. Quant à Taoufik Habibi, déjà sous les verrous, il est extrait de la maison d'arrêt de Riom. Ça s'est passé alors. Immédiatement placés en garde à vue, les trois hommes passent dans la matinée aux aveux complets et circonstanciés. Alors Amara. C'est mon frère, non? Allez-y Madame Baster, dites-moi si vous reconnaissez quelqu'un. Oui, je le reconnais. C'est le petit. Et là, il y avait une confusion. Celui qui avait des yeux bleus et qui l'avait marqué, c'était Amara, parce que les yeux bleus ressortaient de la cagoule, si vous voulez, et elle mettait ses yeux bleus à Bibi Toufik, ce qui n'était pas le cas, quoi. Oui. Mais là, c'est la première fois où je me suis effondrée. Oui, je me suis effondrée, là. J'ai été solide, mais ce jour-là, je me suis effondrée. Les interrogatoires se poursuivent. Et les braqueurs mettent en cause deux autres personnes. Selon eux, les véritables commanditaires qui leur ont fourni les armes et se sont chargés d'écouler le butin. C'est Milou. C'est Milou qui t'a branché sur ce coup? C'est Milou et Bansept. C'est Milou qui m'a présenté Bansept, et c'est Bansept qui m'a parlé du braquage. Milou et Bansept. Les deux hommes sont immédiatement arrêtés. Selon Taoufik Habibi, c'est Milou qui, fin 1982, lui aurait parlé d'un coup à faire chez un bijoutier détenant en permanence dans son coffre une fortune en diamants. C'est lui aussi qui l'aurait mis en relation avec Alain Bansept, l'homme détenteur des renseignements nécessaires à l'organisation du braquage. C'est lui. Toufik, au niveau de l'instigation, nous parle d'une part de Bansept et d'un certain Milou qui était fiché au grand magnétisme et qui est le père spirituel de Toufik dans la délinquance. À mon avis, tu peux Taoufik Habibi aurait même fait avec la complicité de Bansept des repérages de la propriété des Baster. Alors Bansept est un commerçant clermontois qui navigue dans des milieux interlopes, mais qui n'a jamais été, comme on dit chez nous, accroché dans des affaires judiciaires. Mais dans cette affaire-là, il apparaît qu'effectivement, il est un de ceux qui est à l'origine du coup, qu'il a prêté le fourgon pour les repérages, ce qui est quand même un élément important, qu'il a fourni une arme, et que c'est lui qui devait récupérer les bijoux, chose qu'il n'a pas faite parce que l'affaire est mal tournée. Pour organiser le braquage, Taoufik Habibi doit monter une équipe. Il recrute son frère Abdellah Habibi, ainsi qu'une de ses relations, Hassen Amara. Hassen Amara a un casier judiciaire qui, à l'époque, ne porte pas de mention. Et il a pour lui le fait qu'il a fait son service dans les parachutistes en Algérie. Et donc, il a une capacité à maîtriser des opérations de ce genre. C'est en tout cas ce que pense Taoufik Habibi. Quant au frère, Abdallah, c'est un personnage qui est vierge judiciairement, un peu fantasque, mais son caractère ne lui permet pas de vivre normalement les instants qu'il a vécus, et c'est ce qui va provoquer l'état de surexcitation, non seulement de lui-même, mais de ses acolytes au moment où les faits se produisent.
Mais bien sûr, je suis sûr de mon coup. Taoufik Habibi est incontestablement le meneur. Pour une raison précise, c'est que il est le seul à avoir un casier judiciaire portant plusieurs condamnations. Il est le seul à avoir ses relations avec le milieu. Donc, les informations. Il est le seul à pouvoir frapper à certaines portes pour obtenir des armes. De quelle équipe ? De l'équipe qui a mis ça au point. Quant à Milou, le présumé commanditaire, évidemment il nie. Son implication, il est vrai, n'est pas très claire. Je vous crois pas. Et comment ça, tu me crois pas? Et qui? Qui a dit ça? Pourtant, Taoufik Habibi le désigne comme l'instigateur de l'opération. Tu connais bien Taoufik Habibi, je crois. Non? Alors Taoufik, Milou, il y était ou il y était pas? Non, il était pas. Il y était pas? Non. Bah, je me suis trompé. Tu t'es quoi? Mais en confrontation, Taoufik se ravise. En fait, c'est Bensept qui m'a parlé du coup, dit-il aux enquêteurs. Mais Milou était probablement au courant. Non, c'était pas lui, c'était Bensept. Non mais Bensept, tu m'en as parlé aussi. Mais tu parles. Bah, c'était Bensept, c'était pas lui, c'était Bensept. Voilà, allez, stop. Allez, ça va. C'était pas lui, c'était Bensept. Bon, eh bien, écoute. Je veux pas porter le chapeau pour toi, pourquoi je pense ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la peau de toi? Alors, Milou est-il ou non le commanditaire? En fait, ce point ne sera jamais éclairci. Taoufik revient sur sa déposition en ce qui concerne la mise en cause de Milou. D'une part parce qu'il a peur de Milou, qui est dont il sait qu'il a beaucoup de connaissances et qui a une autorité morale très forte sur lui depuis toujours. Et en gros, il a peur de Milou, donc il revient sur ses dépositions. Il y avait plus à craindre de mettre en cause Milou que de mettre en cause Bensept. En tout cas, il n'y a aucune preuve tangible contre Milou et il bénéficie d'un non-lieu. Lors du procès, il sera juste entendu en qualité de témoin. Le 9 juillet 1992, 8 années après les faits, le juge d'instruction ordonne une reconstitution afin d'établir les circonstances exactes de l'agression du couple Baster. Au cours de la reconstitution, l'atmosphère générale est évidemment extrêmement tendue. Et c'est là qu'on a vu que nos trois auteurs des faits étaient finalement quelque chose comme des pieds nickelés, dans la mesure où ils étaient pitoyables, quoi. Franchement, ils n'assumaient pas, ils étaient pitoyables, ils en faisaient le minimum, mais ils ne sont pas revenus sur leurs déclarations, sur leurs aveux, si vous voulez, quoi. Donc nous allons positionner le corps. Madame Baster, votre mari se trouvait par ici? Oui, il était là. D'accord. Ok, je prends une photo. Maintenant, vous soulevez votre bras. Voilà. Comme ceci. Ok. Monsieur Amara, vous veniez d'où? Je venais de l'extérieur. Je suis arrivé ici, dans l'entrée. Marie-Louise! Amara a reconnu tout de suite que c'était lui, mais a prétendu qu'en rentrant précipitamment, le coup était parti accidentellement. Et en arrivant, je me suis pris les pieds dans le tapis et la balle est partie. Dans le tapis. Tapis? Les pieds dans le tapis, mais il n'y a pas de tapis là. Madame Baster, Il n'y a jamais eu de tapis. il n'y avait pas de tapis. Pour justifier... Je me suis pris les pieds dans quelque chose et la balle est partie. Non, je pense que là, on se moque de nous. Un accident, ça pourrait être possible. Mais quand on a un accident, on se sauve. On ne continue pas. Je les ai suppliés de me laisser appeler un médecin, que je ne donnerai pas le signalement. J'ai dit, je vous promets, je ne vous donnerai pas votre signalement. Laissez-moi appeler un médecin. Ils m'ont embarqué. On tue le chien. Il a réarmé son arme. S'il a réarmé son arme, c'était bien pour tirer. On ne peut pas dire que c'est un accident. On ne peut pas. Monsieur Taoufik Habibi, vous vous trouviez où? J'étais au centre.
pouvez vous déplacer, s'il vous plaît? J'étais là. D'accord. Racontez-nous votre version. Monsieur Baster, là. Oui. Donc je tenais comme ça. Puis il s'est retourné. Et il a appelé Madame Baster. Tiens là Marie-Louise! Madame Baster, vous me confirmez? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon mari m'a entendu rentrer. Et il a voulu venir vers moi et c'est là que... Et lui, il s'est précipité sur moi. Marie-Louise! Abdallah Habibi, vous trouviez où? Que faisiez-vous? Rien. J'ai vu la scène. Le plus petit là, des trois me dit, bon, ben maintenant où est le coffre? Où est le coffre? Je dis, mais il n'y a pas de coffre. Alors là, j'ai été cognée, il m'a emmenée dans une pièce, dans un grand couloir qui desservait les chambres. Et puis là, alors, bon, ça a été les coups. Tu vas nous dire où est le coffre, sinon tu as vu comment ça se passe, on te zigouille. Mais je dis, je peux pas montrer un coffre qui n'existe pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de coffre à la propriété. Tant bien que mal, les malfaiteurs essuient le sang qui s'écoule des plaies de Marie-Louise Baster et l'emmènent à la bijouterie de Riom. 23h50 à Jose, c'est fini. Reste la reconstitution de l'arrivée forcée de Madame Baster à son magasin de Riom, où elle a dû remettre les bijoux sous la menace d'un revolver. La reconstitution à la bijouterie dans la salle du coffre permet de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Oui, l'alarme s'est déclenchée, c'était ce moment-là, oui, c'est ce moment-là où j'étais encore frappée et vous avez voulu me tuer. Fils de pute! Espèce de pute! Espèce de pute! Et l'arme, bien sûr, l'arme n'a plus voulu fonctionner. Eh bien, il m'a cogné, bien sûr, il m'a cogné, j'ai été cognée tout le temps, alors c'est pas... Mais il a voulu me tuer avec son arme, il a tiré 4 ou 5 fois, je sais plus, je crois que je l'ai signalé dans le nombre de fois où j'ai entendu la gâchette. Pourquoi a-t-il tiré 4 fois, je crois, en dépit? En dépit parce que le coffre était ouvert, parce que la sonnerie d'alarme avait retenti et parce qu'il partait avec quelques bijoux, mais pas les bijoux qui lui avaient été promis. La thèse de Taoufik, confirmée par celui qui lui a confié le pistolet, et qu'il savait très bien que l'arme ne fonctionnait pas et qu'elle devait s'enrayer automatiquement. Enfin, on peut quand même se poser la question. Quel intérêt à ce moment-là de faire peur à Madame Baster, puisque lui était sur le point de prendre la fuite et il a pris la fuite tout de suite après. Et pourquoi tirer 4 fois alors que l'arme s'enraye? On prend une dame qui ne marche pas pour impressionner quelqu'un qu'on veut cambrioler. Écoutez, il faut qu'on m'explique. Je vous assure qu'il croyait bien qu'elle allait marcher, parce que de la façon dont il l'a tapé, cette arme, et de la façon dont j'ai été massacrée, il voulait bien qu'elle marche, l'arme. C'est pas de sa faute si elle n'a pas marché. Restée seule, Marie-Louise Baster appelle au secours. Mais en pleine nuit, du fond du magasin, personne n'entend. C'est à ce moment-là qu'elle appelle sa fille, Huguette. Maman. Les 3 braqueurs, eux, sont déjà loin en route pour Clermont-Ferrand, où ils abandonnent leur véhicule. Dans les heures qui suivent, Taoufik brûle les gants et les cagoules, puis il découpe les 2 fusils et s'en débarrasse dans différentes bouches d'égout. Bansep conseille effectivement à Taoufik d'amener les bijoux dans les Pyrénées-Orientales, chez un certain Libanais qui était lui aussi fiché au grand magnétisme, qui, après le coup, fera passer Taoufik en Espagne, vendra les bijoux et remettra l'argent à Taoufik. Le Libanais, le receleur, est repéré en décembre 1992 lors d'un simple contrôle routier à Valras.
Il est interpellé le lendemain, au petit matin, dans sa blanchisserie. Plus de 11 années après les faits, les assassins d'André Bastère comparaissent devant la cour d'assises de Riom. C'est long, c'est un chemin de croix interminable. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Une justice. Une justice. Je fais confiance. Le procès va marquer les annales de la justice locale. Il va durer 3 semaines. Ce fut une affaire difficile, probablement la plus longue des assises du Puy-de-Dôme depuis près de 40 ans. Et assurément une affaire dans laquelle l'ambiance était survoltée. La stratégie des avocats de la défense est simple. Certes, les 3 inculpés sont responsables des faits, mais les véritables responsables sont les commanditaires, qui eux n'ont jamais été identifiés. Comment ces gamins, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ont été manipulés, comment des informations très précises leur ont été communiquées qui leur ont permis de réaliser ce coup, car ils n'en connaissaient rien, qui devait écouler le lot des bijoux dont on leur avait dit qu'il était d'1 milliard. C'est toutes les questions auxquelles va avoir à répondre ce procès. La ligne de défense pour Toufik Habibi allait, je dirais, de soi. C'est quelqu'un qui était particulièrement perturbé, on l'a vu au cours de l'instruction, on l'a vu pendant les débats. C'est quelqu'un qui a été marqué par cette affaire, c'est quelqu'un qui avait du mal à se situer, c'est quelqu'un qui a été sur un coup qui était bien trop important pour lui. Il s'agissait pour nous de démontrer quelle était la véritable place de Toufik Habibi. En fait, tout le monde essaie de se défausser. L'avocat d'Amara, celui qui a tué André Bastère, explique qu'il s'agit d'un accident. Le coup, selon lui, est parti tout seul. Et puis Amara était sous l'emprise de Taoufik. Abdallah, le petit frère de Taoufik, est lui décrit comme fragile, trop gentil. Il voulait juste aider son frère qui avait besoin d'argent pour récupérer ses enfants. Pour les 2 enquêteurs appelés à témoigner, Bonnefoy et Martella, les choses pourtant sont claires. Taoufik Habibi est bien le meneur de ce groupe de pieds nickelés qui s'est révélé totalement dépassé par les événements. Enfin, pour Bansept, le véritable instigateur, c'est Milou. Lui n'a fait que transmettre des renseignements, rien de plus. Cette dilution des responsabilités est bien difficile à supporter pour la famille Bastère. Durant l'instruction, tous ces interrogatoires, contre-interrogatoires, et je te lance la balle d'un côté, je te la rattrape de l'autre, ce milieu minable. Et ce refus d'accepter les choses telles qu'ils les ont faites. C'est très dur un procès. L'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité pour les 2 principaux accusés, Taoufik Habibi et Hassen Amara. Les jurés délibèrent durant 9h30 et le verdict tombe le 12 octobre 1995 à 1h du matin. Taoufik Habibi, considéré comme le meneur, est condamné à une peine de 20 années de réclusion criminelle. Hassen Amara, le tueur de André Bastère, est condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Abdallah Habibi, le petit frère, est condamné à 8 années d'emprisonnement. Alain Bansept, considéré comme un commanditaire, est condamné à 8 années d'emprisonnement. Le Libanais, le receleur, est condamné à 7 ans de prison. Le président lève l'audience. Dans le brouhaha qui suit, un des enfants Bastère explose. 16 ans pour avoir tué mon père, c'est pas cher payé. Le verdict qui tombe, c'est le désespoir.
le désespoir. Comment on peut expliquer qu'un assassin de sang-froid puisse être condamné à 16 ans et qu'un potentiel d'assassin, puisqu'il a essayé de tuer ma mère, prenne 20 ans. Il y a déjà un déséquilibre. Nous, on avait demandé perpétuité. Quand le verdict tombe, je suis déçue, terriblement déçue même, parce que Amara a pris 16 ans, et je trouve que détruire une famille, une vie, 16 ans quand on sait qu'ils en font que la moitié, c'est pas cher payé. Et puis, le procès n'a pas répondu à toutes les questions, notamment celle de savoir ce que sont devenus les bijoux. Pour certains, tous les coupables n'étaient pas dans le box des accusés. On est un peu assez des rumeurs, mais je dis simplement qu'il y avait des lampistes dans le box aujourd'hui. Que les fichés au grand banditisme, les vraies crapules, elles tableront le champagne ce soir. Oh, je crois qu'il y a 2 zones d'ombre. C'est que le véritable instigateur n'est pas identifié. Ben Sepp a joué un rôle capital dans cette affaire-là. Il est clair que sans Ben Sepp, cette affaire-là ne se monte pas. Est-ce que c'est Ben Sepp qui est à l'origine vraiment, ou est-ce que Milou est quelque part un petit peu là-dedans, lui a suggéré l'idée? C'est pas exclu du tout, on n'a pas pu l'établir. Et la deuxième zone d'ombre, ce sont les bijoux, évidemment, qui n'ont pas été retrouvés et qui ne seront jamais retrouvés. On ne peut jamais se contenter d'une justice à tiroir, hein, et où les grands tiroirs restent fermés et les petits tiroirs s'ouvrent. Mais on sait aussi que de vouloir trop creuser, ça peut être dangereux. À ce jour, tous les condamnés ont été libérés. Et la famille Baster reste meurtrie. On a perdu ce qu'on avait de plus cher et on s'en remet pas.